Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, on va traiter le thème l'islam et la géopolitique. Et aujourd'hui, un thème n'est pas aussi pertinent que celui-là, compte tenu de l'actualité que nous sommes en train de vivre, marquée particulièrement par l'agression. C'est le terme. En diplomatie, en termes de relations internationales, de manière générale, l'exactitude des termes est très importante. Si vous suivez la presse traditionnelle mondiale, on parle beaucoup de frappe. Les États-Unis ont frappé l'Iran, l'Israël ont frappé l'Iran. Non, il ne s'agit pas de frappe. Il s'agit d'agression caractérisée au regard du droit international. Et en l'espèce, la légitime défense ne peut pas être invoquée. Une menace imminente de la part de l'Iran ne peut pas être invoquée pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Iran était en négociation avec les États-Unis. Le dernier round de négociation, c'était le jeudi. Et il était retenu que les deux délégations devaient se retrouver, en tout cas selon les termes du ministre omanais des Affaires étrangères, le lundi suivant à Vienne pour continuer les discussions. On était jeudi. Vendredi, samedi matin, je pense que c'est le 13, à l'aube, l'Iran a été agressé par une coalition. C'est ça qu'il faut dire. Non seulement des États-Unis et son allié Israël, mais aussi avec des pays voisins qui, certes, n'ont pas participé directement, mais ont permis que leur territoire soit utilisé comme base pour attaquer l'Iran. Et d'ailleurs, pour revenir au motif de l'agression, on a vu qu'il y a juste quelques jours, le directeur du Centre américain de lutte antiterroriste a démissionné pour désapprouver ce que son pays a fait en disant que l'Iran n'était plus, en tout cas n'est pas du tout une menace avérée contre les États-Unis. Et que tout cela découle d'une pression de l'Israël avec son puissant lobby qui est aux États-Unis. Alors, ce qui est aujourd'hui évident, c'est que les États-Unis sont à la remorque d'un agenda messianique. C'est ça la vérité. Et le secrétaire d'État à la Défense, certes, il est aujourd'hui prouvé que même dans son intimité, au niveau de son corps, il y a des tatouages qui invoquent la croisade contre l'islam. Vous vous rendez compte? Le secrétaire d'État américain. Et il l'assume. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'affaiblir définitivement le monde islamique pour permettre à un agenda de se dérouler. Et cet agenda-là, d'abord, on parle de la reconstruction du troisième temple. Un peu d'histoire
le temple de Jérusalem a été détruit pour la dernière fois en l'an 70 par Titus, un empereur de Rome, alors que Sayyidina Isa sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Il avait dit que derrière moi, ce temple sera détruit. Et les Juifs sont dispersés à la suite de cela. Et l'ironie de l'histoire, quand les Juifs étaient dispersés, qui les a accueillis? C'est les Iraniens. C'est l'empereur de l'Iran, Cyrus le Grand. D'ailleurs, dans la littérature sacrée des Juifs, cet empereur est considéré comme un saint, parce qu'il a offert aux Juifs exilés la protection. Alors, dans l'entendement de beaucoup de Juifs, aujourd'hui, les principales religions monothéistes sont le christianisme et l'islam disposent des endroits sacrés qui polarisent leur communauté. Si c'est l'islam, on ne peut pas de la Mecque, Médine. Si c'est le christianisme, c'est le Vatican. Alors que pour eux, et la première communauté religieuse monothéiste, ça n'existe pas. Donc il est temps pour eux d'en avoir. Il se trouve que l'endroit considéré comme étant l'emplacement du deuxième temple, du dernier temple, c'est la mosquée Al-Aqsa, qui est aujourd'hui le troisième lieu saint de l'islam. Donc, la reconstruction du temple passe obligatoirement par la destruction de cette mosquée. Mais vous imaginez, tant qu'il existe un seul pays musulman capable, demain, si on doit mettre en œuvre cet agenda, s'opposer, y compris militairement, à cet agenda, la réalisation de cet agenda ne peut pas être envisageable. Donc, la meilleure façon de rendre cet agenda tant qu'il existera un État dans le concert des pays musulmans capable militairement de faire obstacle à ce projet, il sera tout mis en œuvre pour réduire presque à néant les capacités de cet État. Or, si nous examinons la situation géopolitique, géostratégique et des capacités militaires des pays musulmans, il n'existe aujourd'hui que 3 États musulmans ou 4 capables de faire sérieusement obstacle à cet agenda d'inspiration sioniste. On parle de sionisme, on ne parle pas du sémitisme. Tous les Juifs ne sont pas d'accord avec cette démarche-là. C'est un agenda idéologique. Voilà. Donc, ces 4 États, c'est d'abord le Pakistan, qui est un État nucléaire, l'Iran, qui a une capacité balistique exceptionnelle, on vient de s'en rendre compte, la Turquie et l'Égypte. Examinons la situation de ces 4 pays par rapport à l'Israël. L'Égypte est liée par un accord de paix, un traité de paix signé à Camp David sous les auspices de Jimmy Carter entre Menahem Begin, premier ministre de l'Israël, et Anwar el-Sadat. Donc l'Égypte est plus ou moins neutralisée par cet accord de paix en vertu duquel, ou à cause
duquel le pays reçoit presque 3 milliards et quelques d'assistance de la part des États-Unis. La Turquie est déjà membre de l'OTAN. L'une des plus grandes bases de cette organisation se trouve en Turquie, ce qu'on appelle la base Incirlik. Donc, la Turquie est plus ou moins liée, à l'ennemi liée. Le Pakistan, qui est un pays doté de capacités nucléaires, a ce qu'on appelle une hypothèque stratégique sur sa tête. Car le Pakistan, du point de vue historique, est issu de l'Inde, de l'Empire britannique des Indes, le Pakistan, le Bangladesh et tout. Donc, les péripéties de l'indépendance du Pakistan ou des deux pays de manière générale ont été violentes. La séparation a été violente avec l'Inde, sous la férule de Jinnah et tout ça. Et en plus de cela, il y a le contentieux au Cachemire indien, ou en tout cas une partie qui concerne le Pakistan. Donc, les deux pays sont presque en état de guerre latent. Ce qui fait que le Pakistan ne peut pas, pour des questions de réalisme géopolitique, tout de suite être dans une posture agressive vis-à-vis de l'Israël, sachant qu'il a une vulnérabilité stratégique du fait de son contentieux permanent avec l'Inde, qui est plus peuplée, qui est aussi qui est une puissance nucléaire. Donc, le seul pays qui, du point de vue de l'indépendance politique, par rapport au courant dominant du monde, du point de vue de capacité militaire, du point de vue de la vision scatologique, qui demeure un pays militant pour la cause palestinienne et qui n'est pas arabe. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'Iran. L'Iran est composé presque à 60% de la communauté perse, 17-18% azéri. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais l'Ayatollah Khamenei n'est même pas perse, c'est un azéri. Donc, ce n'est même pas un pays arabe, mais qui s'est sacrifié, c'est ça le terme. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran a des problèmes, c'est parce qu'il soutient la Palestine. Aujourd'hui, il se normalise, il normalise ses relations avec les États-Unis et l'Israël en abandonnant la cause palestinienne. C'est fini, on va les laisser tranquilles. Donc, le seul pays qui est capable de mettre en échec cet agenda, c'est l'Iran. C'est pour cela ils ont tout fait, mais ce que ce pays a subi comme pression, comme sanction, c'est sans précédent dans l'histoire. À part la Russie après l'invasion de l'Ukraine, il y a des milliers de types de sanctions contre l'Iran. L'Iran ne peut pas acheter des médicaments, ne peut pas acheter de voitures, ne peut pas acheter... Regardez aujourd'hui la situation de la guerre. L'Iran a un problème de défense anti-aérienne parce qu'on a refusé de lui vendre ça. L'Iran n'a pas d'aviation. Ils ont des vieux fantômes 4, tout ça. Et Allah les a assistés, subhanahu wa ta'ala. Comment? Parce que quand l'Iran a vu qu'ils n'ont pas la possibilité d'acquérir une force aérienne, ils ont misé sur la balistique, les missiles balistiques, la capacité balistique. Ils sont partis de quelques spécimens, scouts, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont eu au niveau de la Corée du Nord et tout, qu'ils ont développé. C'est extraordinaire. D'ailleurs, lorsque l'Iran a fait sa révolution, on se souvient,
Dès le lendemain, presque l'ensemble des pays arabes, la Russie à l'époque, qui était encore communiste, l'Occident, il y a une coalition mondiale contre l'Iran. Ils ont encouragé Saddam Hussein pour attaquer l'Iran. C'est ça la guerre, la fameuse guerre Iran-Irak. 8 ans. Du côté iranien, il y a plus de 500 000 morts. L'Iran contre le monde entier, c'est extraordinaire. Ils se sont battus. D'ailleurs, vous entendez parler de missiles Khorramshahr et tout ça, parce que ça évoque une grande ville iranienne qui a été libérée de manière héroïque par l'armée et les gardiens de la révolution. Et il semble même que lorsqu'on est venu dire à Khomeini, finalement, il faut cesser le feu, il a accepté. Mais les militaires, certains militaires ne voulaient pas. Il aurait dit, il a fait une prédiction, il dit acceptez. Mais quand vous vivrez, Inch'Allah, vous serez témoin de quelque chose. C'est Saddam Hussein qui nous a attaqués. Ceux qui l'ont armé vont se retourner contre lui, ils vont lui mener la guerre. Mener guerre contre lui. Et il sera pris comme un chien. Il va se terrer sous la terre, il va être pris comme un chien. Saddam Hussein a été pris comme ça. Ça, c'est des prédictions de l'imam Khomeini. Je reviens à l'armement de l'Iran. Ils ont développé des missiles à partir d'un spécimen, Scud. Mais l'autre type d'armement qu'ils ont, c'est les drones. Mais qui vend à l'Iran des drones? Personne. Comment ils ont fait? Là encore, miracle. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque les Américains ont envoyé l'Afghanistan, ils avaient commencé à utiliser pour la première fois des drones Predator, ce qu'on appelait la bête de Kandahar, ou RQ-117. Et ce drone-là, le RQ, était destiné en grande partie, à partir de l'Afghanistan, était destiné à faire des missions d'espionnage contre l'Iran. Et les Iraniens ont réussi, et ça fait presque 20 ans, bientôt, à couper la navigation entre ce drone et son opérateur qui était, je pense, en Californie, quelque chose comme ça, en tout cas aux États-Unis. Ils sont entrés dans le système du drone, ils l'ont détourné vers l'Iran. Ils sont entrés dans le système de navigation pour le faire répondre à leurs injonctions comme si c'était le navigateur principal qui est aux États-Unis. Ce qui fait que le drone a descendu sain et sauf en Iran, intact. Les Iraniens se sont basés sur ça pour faire de la rétro-ingénierie. D'ailleurs, à l'époque, les Américains avaient contesté, avaient dit que c'est juste une copie qu'ils ont créée, c'est pas vrai. Ils ont donné des preuves. Ils ont dit que ce drone a été réparé, a subi en tout cas des travaux, des réparations, parce qu'il était endommagé. Et ensuite, il avait effectué une mission dans tel endroit. Si c'est vrai, ce que nous disons là, si c'est vrai, sachez, c'est votre drone qui est là. Depuis lors, c'était à l'époque de Barack Obama, ils n'ont rien dit. Donc voilà l'Iran. C'est cet Iran-là qui est aujourd'hui attaqué de manière flagrante et extraordinaire jusqu'au moment où je suis en train de parler. L'organisation de la conférence islamique n'a même pas, ne serait-ce que pour la forme, condamné cette agression contre un pays membre. Et de surcroît, pendant le mois de Ramadan, des musulmans, quelque part en train de jeûner, on lance tous les jours des bombes sur eux, nuit et jour. L'organisation des pays musulmans n'a même pas daigné de condamner ça. On ne dit même pas soutenir même. Les pays voisins de l'Iran, idem. Peut-être le Pakistan et la Turquie pour la forme. C'est extraordinaire. Mais ça nous dit, mais des choses graves. Jusqu'où l'islam
a été détournée, a été infiltrée pour devenir impuissante. Si bien qu'aujourd'hui, l'Iran a le soutien moral de tous les musulmans, sincère, et le soutien le plus important de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon qui soutient l'Iran aujourd'hui? Même la Chine, la Russie, diplomatiquement, les soutiennent, mais matériellement, non. Donc, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un premier acte. Mais l'agenda, c'est d'un côté le temple, mais aussi ce qu'on appelle le Grand Israël. L'ambassadeur des États-Unis a dit, il a été interviewé par Tucker Carlson la dernière fois, il a dit, si l'Israël peut mettre la main sur l'ensemble de ces terres saintes qui va de Nil à l'Euphrate, c'est une bonne chose. Donc, l'objectif principal des Israéliens, c'est le Grand Israël. Et dans le texte, selon la Bible, pour eux, il semble que ça a été réécrit, la Bible n'a pas dit ça, c'est de l'Euphrate au Nil. Et ce qui fait que d'ailleurs, l'Israël, c'est le seul pays dans ce monde qui n'a pas de frontière officielle. Tous les pays du monde, même un élève de troisième, tu es enseigné dans la géographie, voici les frontières de ton pays. Parce que les frontières doivent être fixées. Mais l'Israël a refusé qu'on fixe ces frontières. Parce que pour eux, l'actuelle supposée frontière, c'est pas ça. Les vraies frontières, c'est les frontières bibliques. Donc voilà. Malheureusement, face à cela, le monde musulman est divisé. Et ces divisions ont été créées à dessein. Quel est le problème du monde musulman? Dès le départ, après la disparition de notre saint prophète aimé, sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de l'islam ont commencé à faire de la subversion à l'intérieur de l'islam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le recul, on se demande comment certains hadiths même ont pu être introduits au niveau de la religion musulmane. Parce que ce sont les mêmes qui ont subverti la religion chrétienne. Ce sont les mêmes qui ont fait la même chose avec l'islam. Donc, on a brimé la famille du prophète derrière lui. Il y a des gens qui se sont levés pour les défendre. On les appelle les chiites. Bon. Mais tout ça, que ça soit chiite ou sunnite, c'est la même branche. C'est juste des interprétations. Mais normalement, ça ne devait pas constituer des tranchées quand même, infranchissables. Mais les ennemis de l'islam ont joué sur ça. Si bien que jusqu'à la fin, avec l'avènement de l'Iran, ils ont, avec leur littérature, mis l'accent sur les différences entre chiites et sunnites pour diaboliser l'Iran, premièrement. Deuxièmement, les ennemis de l'islam, ils ont créé des groupes, soi-disant État islamique et tout ça, mais dont la mission est de ternir l'image de l'islam. Même ceux qui avaient de la sympathie pour l'islam, à cause des actes barbares, reculent. Parce que quand vous tuez des innocents en disant Allahu Akbar, mais les gens, ils font le lien, donc le Allahu Akbar, ça signifie tuer les innocents. Vous savez comment c'est perfide. Et d'ailleurs, ces gens, parfois même, ils posent des bombes dans des mosquées.
pour eux, le sang d'un chiite est licite, ou bien quelqu'un qui est adepte de l'islam confrérique aussi, son sang est licite, parce que c'est un mouchrik, c'est quelqu'un qui est l'adepte de l'innovation, quelque chose comme ça, d'après leur entendement. Et pourtant, ces gens-là, on ne les a jamais entendus ou bien poser des actes vis-à-vis d'Israël. C'est quand même bizarre. Ça, il faut se poser des questions. Jamais, dans leur littérature, jamais dans leur programme, dans leur propagande, jamais dans leur acte, personne ne les a entendus parler même de le problème israélien et palestinien. Sinon, aujourd'hui, s'ils sont vraiment pour l'islam, mais le moment, il est là, idéal. Mais qu'est-ce qu'ils sont à foutre au Soudan, au Mali, au Niger, en train de faire... Mais ils n'ont qu'à se constituer en brigade, aller être dans les rangs des musulmans qui sont en train de se défendre, quand même. Mais tout ça montre que c'est des gens, c'est des hippos, des instruments d'un agenda. Voilà la réalité. Donc, ce qui se passe en Iran, pour moi, c'est le conflit décisif qui risque de déterminer le sort de l'islam. Si les gens-là, ils ont ce qu'ils veulent, à savoir détruire ce que j'appelle le verrou iranien, c'est un verrou. Si le verrou iranien saute, mais c'est fini. Surtout dans un contexte où la notion même de droit international n'existe plus. Jusqu'ici, bon, il y avait une sorte de protection formelle des individus et des États basée sur des principes du droit international. Ceux qui sont aux États-Unis, Trump, il dit que lui, les seules limites qu'il a, c'est sa propre conscience, mais le reste, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, je termine par là. C'est pour ça, subhanallah, il faut beaucoup prier. Parce que c'est un État doté d'armes nucléaires, aujourd'hui qui n'a plus de limite morale, vous vous rendez compte? Il parle de létalité. C'est-à-dire aujourd'hui, il dit que nous n'avons plus de réserve par rapport à la létalité. C'est-à-dire prendre des armes mortelles, tuer les gens pour nous, il n'y a plus de réserve sur ça. Deuxièmement, le déclenchement de conflits ou le déroulement des conflits était plus ou moins encadré par des normes juridiques aux États-Unis. Ce qui fait que le Pentagone a des avocats, par exemple, qui vérifient la légalité de certains actes. C'est ça qui protégeait le monde. Mais l'une des premières choses que Donald Trump a fait quand il est venu, c'est d'enlever ce verrou-là juridique. Il a dit aux militaires, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte, c'est ce qu'on appelle droit international ou droit international humanitaire. Il n'y en a plus. Un pays qui est doté de milliers de bombes nucléaires. Et mieux, il a dit, ministère de la Défense américain, ça ne fait pas l'État, ça ne fait pas homme, quoi. Donc, on va rebaptiser ça. Maintenant, c'est devenu ministère de la guerre. Oui, le Pentagone est devenu ministère de la guerre. Tout ça, moi, tu sais, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, moi, je suis convaincu, tout ça, c'est l'Iran. Dès qu'ils ont commencé à faire tout ça, je dis, ils sont en train de... Il y a un agenda anti-iranien. Sinon, le reste, ça ne les intéresse pas. Hein. Si c'est la défense de l'Occident, l'Occident aujourd'hui, avant l'arrivée de Trump, était organisé du point de vue défensif contre la Russie au niveau de l'Ukraine. L'OTAN était engagé dans la lutte contre l'Ukraine, pardon, contre la Russie pour défendre l'Ukraine. Mais Trump, quand il est venu, il a dit, moi, je ne mettrai plus d'argent là-bas en Ukraine. Ça ne m'intéresse plus. D'ailleurs, je vais coopérer avec Poutine. Donc, ils sont amis maintenant.
Il dit que Poutine même peut prendre quelques morceaux de l'Ukraine, ça ne me dérange pas. Ah, donc ministère de la guerre, c'est pourquoi ce ministère a premièrement. Deuxièmement, le rival stratégique des États-Unis, c'est la Chine. Et qu'est-ce qu'au début, il a fait un peu guerre commerciale et tout ça. Mais après, il dit, avec la Chine, on peut trouver des accords stratégiques, on peut être des partenaires. D'ailleurs, à la fin de ce mois, il devait se rendre en Chine. Ah bon? Donc, le ministère de la guerre, ce n'est pas pour la Chine. Voilà. Le ministère de la guerre, c'est contre l'islam. Et le premier d'entre eux, parmi ces pays musulmans, c'est l'Iran. Voilà le problème.